Pour être en bonne santé, il faut avoir un cœur en forme, respirer à plein poumon, préserver des vaisseaux sanguins libres de plaques d'athérome. Il faut un système nerveux bien équilibré et en général des organes fonctionnels. Mais depuis quelques années, on parle de plus en plus d'un élément clé pour notre santé, qui a souvent été mésestimé, le microbiote. Vous ne voyez pas bien ce que c'est? Restez avec moi. Dans un instant, mon invité vous livre un secret de la santé totale. Bienvenue dans Il est écrit. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler à nouveau santé. Vous savez qu'après la Bible, la santé est probablement l'un de mes sujets favoris. Et aujourd'hui, donc, on va parler d'un sujet très intéressant avec mon invité du jour. On va parler du microbiote. Qu'est-ce que le microbiote? À quoi ça sert? Pourquoi c'est aussi important? Pourquoi est-ce qu'on en parle de plus en plus? Mon invité est Danielle Starenki et c'est toujours un plaisir de la retrouver. Bonjour Danielle. Bonjour. Alors, on parle de microbiote aujourd'hui et ce mot-là, je dois avouer que à mes oreilles, il sonne un petit peu nouveau, récent, depuis quelques années. Je ne me souviens pas, ni dans mon enfance, ni plus tard, avoir entendu ce mot-là. Est-ce qu'on a découvert quelque chose de nouveau? Oui, ben oui et non, mais en fait, oui, c'est un nouveau nom, absolument. C'est une des découvertes du 21e siècle. Dans votre enfance et dans la mienne, on parlait de flore intestinale. Puis on a oublié ça et maintenant on le redécouvre. Donc, c'est un organe métabolique extrêmement important au niveau de l'immunité, l'inflammation. C'est aussi un laboratoire vitaminique, de neurotransmetteurs, d'hormones. En fait, c'est ce qu'on appelle maintenant le deuxième cerveau. On a entendu cette expression. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment est-ce qu'il est constitué? De quoi est-ce qu'il est constitué, ce microbiote? Eh bien, de plein de bactéries et de bactéries qui sont sensibles à l'environnement, l'environnement qu'on leur crée et qui sont particulièrement sensibles euh, aux antibiotiques. Et si on parle tant de microbiote aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, on essaie de contrer un autre phénomène qui est l'antibiorésistance. On entend parler de ça. Il y a de plus en plus de questions sur, dans l'avenir, est-ce qu'on aura encore des antibiotiques C'est qui sont ça, parce capables de faire leur que travail? les antibiotiques sont des antibiotiques. Le problème, c'est que nos bactéries intestinales y résistent. Elles ont développé une résistance face à ces antibiotiques. Pourquoi? Ben, simplement parce qu'on en prend beaucoup plus qu'on n'en a jamais pris et aussi qu'on en consomme sans s'en apercevoir par le biais des produits animaux. Parce qu'on donne des antibiotiques Parce que aux animaux de boucherie. 50% de la production d'antibiotiques mondiale va aux animaux, 50% aux humains. Et jusque dans les années 73, on pouvait donner aux animaux les mêmes antibiotiques qu'on donnait aux humains. Donc, on a avalé des antibiotiques et maintenant, on a ce phénomène qui est tragique de l'antibiorésistance. Deux exemples, on a une tuberculose multirésistante et on a une gonorrhée multirésistante. Qu'on n'arrive plus à traiter, c'est ça? Quand on a épuisé tout, il n'y a plus rien, quand on a tout épuisé pour s'en occuper. Donc, d'où l'intérêt qui se porte maintenant vers les méthodes plus naturelles, l'ethnomédecine, c'est-à-dire les plantes, les herbes, les écorces et tout ça. Donc, on cherche de nouvelles façons de traiter une humanité malade. Quel est le lien avec le microbiote, alors, antibiotique, microbiote? Ben, c'est que les bactéries réagissent aux antibiotiques en leur résistant, donc en devenant insensibles. Et
percée actuelle et dont vous entendrez parler de plus en plus, c'est ce qu'on appelle la transplantation microbienne fécale. Donc, on se dit, le microbiote humain ou de tel individu n'est pas bon. Donc, dans certaines maladies qui sont intractables, on n'arrive pas à s'en occuper. En fait, le début de cet intérêt-là a commencé avec le C. difficile. La fameuse Cette fameuse bactérie bactérie. qui résistait absolument à tout et qui ne répondait qu'à la transplantation fécale. C'est-à-dire qu'on prend des matières fécales d'un donneur sain, on les injecte, mais il y a plusieurs méthodes maintenant, mais enfin, dans l'intestin de la personne malade, et c'est radical. Alors, ce qui se passe à ce moment-là, c'est il se développe à nouveau des bonnes bactéries. Des bonnes bactéries et qui prennent le dessus. Et c'est la preuve que le microbiote est un organe extrêmement puissant pour répondre justement aux infections, mais aussi à toutes sortes d'autres phénomènes actuels qu'on relie au microbiote. Par exemple? Par exemple, j'ai une petite liste ici. Ils disent que dans cette liste-là, on dit que, bon, l'infection à Clostridium difficile, donc Oui, c'est difficile. Les maladies inflammatoires de l'intestin, donc côlon irritable, maladie de Crohn et tout ça. Le syndrome de côlon irritable, les maladies métaboliques, les troubles neurologiques et les troubles psychiatriques. Il y a un lien, alors. Ça, Le deuxième cerveau. Le fameux deuxième cerveau, oui. Et ces troubles neurologiques et psychiatriques, les voici une autre liste. Maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, sclérose en plaques, épilepsie, troubles du spectre autistique, troubles bipolaires, encéphalopathie hépatique, douleurs neuropathiques, et il y a un etc. dans cette liste-là. Tout ça serait lié à un microbiote déséquilibré, malsain. Et il serait, je veux dire, on pourrait rétablir et corriger ces problèmes-là, non pas avec la psychothérapie, quoique c'est toujours très, très, très utile, mais enfin, il a là un lien physique, matériel, direct entre cette colonie de bactéries et ces troubles mentaux. Et après un 20e siècle de psychiatrie, où tout ce qu'on fait, c'est retourner dans son enfance, tout d'un coup, on arrive à voir que le cerveau, c'est un organe physique qui répond à des problèmes physiques. Est-ce que, Daniel Starenky, statistiquement, la population en général a un microbiote défectueux, par exemple ici au Canada? Est-ce que c'est vraiment un problème généralisé? Ça, je n'oserais et je ne saurais vraiment répondre. Mais le problème est quand même répandu. Il est très répandu. Très répandu. Et évidemment, plus on a consommé d'antibiotiques, plus on est à risque, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que c'est un microbiote sain? C'est 100 000 milliards de bactéries. 100 000 milliards de bactéries dans... Environ 2 kilos. Dans nos intestins. On a 2 kilos de bactéries. Et ces bactéries, pour être en bonne santé, elles ont besoin de manger. Qu'est-ce qu'elles mangent? Qu'est-ce qu'elles mangent? Ben, il y a un vieil adage qui dit « nous sommes ce que nous mangeons », n'est-ce pas? Mais scientifiquement, il serait plus juste de dire que nous sommes ce dont notre microbiote intestinal se nourrit. Puis la réalité incontournable, c'est qu'il se nourrit de ce dont nous mangeons. Donc, oui, nos bactéries ont besoin de manger et encore faut-il leur donner ce qu'elles aiment. Et elles ont absolument besoin de fibres. De fibres alimentaires. Les fibres alimentaires. Et c'est là que le problème est posé. Parce que nous avons une alimentation depuis maintenant près de 70 ans, d'alimentation sans fibres. Nous mangeons énormément de produits animaux. Il n'y a pas de fibres dans les produits animaux? Produits animaux, zéro fibre, que ce soit lait, œufs, viande. Et tous les produits raffinés, le pain blanc, le riz blanc, le sucre blanc, l'orge perlée, qu'on mange très peu en fait, dans les fruits, tout ça, tous les desserts, en fait, toutes ces choses-là n'ont pas de fibres. Les fruits ont des fibres, oui, quand même. Ce qui a des fibres, ce sont les fruits, les légumes
les céréales entières, les légumineuses, les noix, les graines. Donc, les aliments végétaux. OK. On reprend la liste, Daniel, parce que c'est important, très important pour nos auditeurs. Rappelez-nous, qu'est-ce qui contient des fibres? Bon, alors on peut décoder ça. Il y a des fibres solubles et des fibres insolubles. Les bactéries, ce qu'elles préfèrent, c'est vraiment les fibres insolubles. 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 Qu'on trouve dans? Donc, alors, les fibres solubles, fruits, légumes, fibres insolubles, légumineuses, céréales. Complète. Ah ben oui, ça, c'est sûr, Mmh. parce que dès qu'on ôte quelque chose. Et le problème, c'est que on affame nos bactéries. Elles n'ont rien à manger. Donc, elles se déforment et elles se mettent à gruger le mucus qui est le long du tube digestif. Puis si elles ont vraiment faim, ben, elles grugent beaucoup trop longtemps. Et c'est là qu'on a des développements justement de problèmes d'inflammation intestinale et de tous ces problèmes intestinaux. Donc, on est en train de martyriser notre microbiote. Il diminue énormément de 2 kilos. Il peut tomber à moins qu'1 kilo. Et elles sont faméliques. Donc, les vitamines, les hormones, les ci, les ça. Tout Faut le pas leur reste. demander, faut pas leur demander l'impossible. Mmh. On affame. Et ça, c'est vraiment la tragédie de notre alimentation moderne, qui est une alimentation qu'on dit malbouffe, très riche en gras, très riche en sucre, céréales raffinées. En fait, on mange pour nous, mais on oublie qu'il faut partager. Il y a quelque chose de très intéressant dans ce que vous dites, parce que je disais dans mon introduction qu'il y a parfois un lien entre la Bible et la santé. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce texte qu'on trouve dans le livre de la Genèse. Je vais le partager avec vous et vous pourrez réagir. Dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, donc dans le récit de la création, il est dit ce que Dieu donne à manger à l'être humain. Il dit ceci, Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences. Ce sera votre nourriture. » Ça, c'est le régime parfait pour un microbiote sain, non? Ben, l'herbe portant semence, c'est les céréales, c'est les légumineuses. Tout fruit d'arbre, c'est ça, c'est les noix, les graines, et puis les fruits, oui. C'est une alimentation avec fibres. Parce qu'on pourrait dire que le Créateur a créé la nourriture pour sa création, Dont nous avons besoin. celle dont nous avons besoin. Mais l'homme se pense toujours plus intelligent et puis il trafique la nature, il se fait du tort. Et c'est quand il est à bout de souffle qu'il n'en peut plus, ben, au lieu de penser à de la transplantation fécale, il faudrait penser à simplement manger ce qui pousse comme ça pousse. Oui, parce qu'en fait, originellement, on est fait pour manger les animaux, pas les animaux, pardon, les aliments dans leur état naturel. Ben, et l'état naturel, c'est comme ça pousse. Maintenant, on ne va pas dire qu'on va manger tout cru, c'est pas ça le point, mais je veux dire, on ne trafique pas l'aliment. Et l'alimentation moderne, c'est une alimentation hyper transformée. On a entendu ces termes-là, l'alimentation hyper transformée, c'est-à-dire que on prend un aliment, puis en bout de ligne, c'est non reconnaissable. Mais le problème, c'est surtout les fibres. C'est la première chose dont on se débarrasse. J'ai retenu que vous disiez il y a quelques instants que les fibres préférées pour nos bactéries du microbiote, ce sont les fibres insolubles. C'est bien ça. ça. Et Donc, celles qui restent pour que les bactéries puissent les consommer. et qu'elles sont spécifiquement dans les céréales complètes, dans les légumineuses. Les légumes racines aussi, donc c'est des fibres, les pommes de terre ont des fibres insolubles. Donc, ce sont des aliments en fait traditionnels, je veux dire, je parlais du pain noir, le pain de seigle allemand et de l'Europe du Nord. C'est un pain qui est fait avec de la farine, mais aussi des grains entiers. Mais c'est un pain extraordinaire parce que toutes ces fibres-là que nous n'absorbons pas, nous, on les laisse pour les bactéries. Et il y a des études qui ont été faites justement
des groupes, on prend des groupes qui ont un microbiote quelconque et on les met par exemple au régime méditerranéen ou on les met au pain de seigle. Et immédiatement, dans 4 jours, un microbiote, ces petites bactéries-là, elles sont pas de mauvaise volonté. Dès que vous leur donnez ce qu'elles ont besoin, Alors, elles se remettent en vie ça, c'est et puis intéressant parce que elles sont gentilles. De nouveau, elles reprennent leur rôle puis elles vous donnent ce qu'il faut. c'était Donc- une question que je me posais justement. Je me demandais combien de temps est-ce qu'il faut pour retrouver un microbiote sain si on a été... Ben, disons, si on est radical, c'est évident, généralement, au bout de 4 jours, les populations se refont. Au bout de 4 jours déjà, Déjà, on voit des différences. et puis si on voyez-vous. continue, ça va être de mieux en De mieux. mieux en mieux, voyez-vous. Donc, et aussi, on a fait des études justement des gens qu'on met au régime méditerranéen, des gens dépressifs, par exemple, des gens obèses. Parce qu'on a découvert que si on prend, par exemple, le microbiote d'une personne obèse, on l'implante dans une souris qui est maigre, elle devient obèse. On prend le microbiote d'une personne déprimée, on l'injecte dans un rat ou un autre animal quelconque, Il devient neurasthénique. il devient neurasthénique. Et tout ça, ce sont des études qui se font à répétition, qui se multiplient. Il y en a des quantités C'est énormes. l'un des grands sujets qui C'est étudiés pour en ça ce qu'on moment. parle de microbiote. C'est fascinant. Ces problèmes métaboliques qu'on a d'obésité, puis qu'on fait tous ces régimes pour maigrir et tout ça. Et puis, généralement, c'est des pilules ou c'est des trucs, des machins. Il n'y a pas de fibres. Et donc, ce qu'il faut comprendre, on parle de probiotiques maintenant. Oui, on parle beaucoup des probiotiques Ce comme qui est- nécessaires. C'est bon, c'est pas un problème. Mais ce qu'il nous faut, ce sont des prébiotiques. Alors, quelle est la différence Les entre les deux? prébiotiques, ce sont les fibres, alors que les probiotiques, ce sont des bactéries cultivées en laboratoire. Donc, tout ça me dit que finalement, on a notre santé en main. On n'a qu'à manger ce qui pousse comme ça pousse, s'en réjouir. C'est sûr que les fibres, il faut les mastiquer. C'est sûr que ça ne s'avale pas en 5 minutes. C'est sûr qu'il faut s'arrêter, prendre le temps de manger. Mais les récompenses, quand vous pensez qu'une transplantation fécale, ça vous corrige des maladies mentales, Parkinson, sclérose en plaques, je veux dire, c'est fabuleux. Moi, je lis ça, puis je dis, possible, parce que c'est possible. Mais ce sont des réalités avec lesquelles les scientifiques travaillent présentement. Donc, prévenir, prébiotique. Vous comprenez? Il faut aller au-devant des problèmes au lieu d'essayer de les colmater avec des inventions. Plutôt que de prendre des médicaments qui vont avoir des effets secondaires, plutôt même, si je comprends bien, que de prendre ces fameuses matières fécales en gélules Là, on les met en gélule, c'est moins... qui vont simplement qui vont aider, mais finalement... Ah non, qui vont- mais ça aide vraiment. Ça aide vraiment. Mais ce nouveau microbiote-là, si vous ne le nourrissez pas avec des Voilà. fibres, où est-ce que vous vous rendez? Finalement, il faudra toujours prendre ces gélules pour que ça fonctionne, alors que... À long terme, on va les affamer comme Mhm. on a affamé nos bactéries originales. Donc, il faut être généreux. Si on a, Il faut partager sa nourriture. si on a une chose à retenir de ce qu'on vient de dire, c'est vraiment manger des aliments avec des fibres alimentaires, ces fameux prébiotiques, va permettre d'avoir un microbiote en santé. Un microbiote en santé, c'est aussi un cerveau en santé. Ah, voilà. Tous nos organes vont en bénéficier. Voilà, exactement. Bien, merci beaucoup, Daniel Starenki, pour ce partage vraiment intéressant qui, je pense, va pouvoir avoir des implications pratiques pour chacun d'entre nous. Merci à encore. vous. Non seulement vous pouvez consulter le blog de Daniel Starenki, qui est une mine d'informations,
mais je vous recommande aussi de lire ses livres. C'est d'ailleurs l'un de ces livres qui est aujourd'hui notre offre de la semaine. Bonjour France. Bonjour Rémi. Bonjour Alberto. Bonjour Rémi. Bonjour Alberto. Bonjour. Alors, quel livre on a choisi dans la collection? Oui, la grande collection de Daniel Starenki. En fait, nous proposons aujourd'hui La santé totale. C'est un très beau complément avec tout ce qui a été abordé aujourd'hui. En fait, dans ce livre, dès le départ, Daniel Starenki nous rappelle bien que la santé, ce n'est pas seulement un droit, mais c'est aussi une responsabilité, c'est un devoir. Et puis, elle nous donne les 8 lois de la santé qui sont vraiment accessibles à tous, qui coûtent absolument rien, dont, par exemple, l'air, l'eau, faire de l'exercice, l'ensoleillement, le repos, la tempérance, etc. Puis de manière pratique, Et bien elle défini, explique. hein, bien expliqué. Donc, chaque loi, c'est un chapitre. Et puis, un petit peu plus loin vers la fin, nous avons comment cesser de fumer. Nous avons les principes d'hygiène de vie pour nous, notre corps et notre environnement. Et à la fin, nous avons aussi des recettes. Ah, il me semblait me Et souvenir un qu'il y avait des menu, recettes. oui, un menu de 7 jours et les recettes. Donc, je trouve que c'est très complet. Alors, avec toute l'information qu'on a eue aujourd'hui, si on applique tout ça, je trouve que c'est vraiment, on a tout ce qu'il faut pour une santé totale. Puis on peut penser que les recettes à la fin Oui. doivent être bonnes pour notre microbiote. Absolument. Hein? J'imagine. Je confirme. Donc, pour 25 $ plus les frais de poste. La santé totale. La santé totale. Les lois de la santé, 8 Oui. grandes lois de la santé. Mhm. Un supplément sur comment cesser de fumer et Oui. des recettes. Oui, et toutes sortes d'informations pertinentes. Donc ça vaut la Vraiment. peine. Oui, La santé totale pour 25 $. exactement. Merci France. Ça fait plaisir. Je me tourne vers toi Alberto. Oui. Tu es là avec une question d'auditrice aujourd'hui. De Elma, oui. Une très bonne question Elma. d'ailleurs, de Terrebonne. Est-ce qu'une Bible comme la Bible de Jérusalem est bonne à lire pour un chrétien? Car je vois qu'il manque beaucoup de choses. Question donc sur la traduction de Jérusalem, la Bible de Jérusalem. Je savais que tu allais poser cette question, donc je l'ai là avec moi. Ça, c'est la... Elle n'est pas jeune, Elle n'est pas jeune, non. Non, ça paraît juste par la couverture. Ça, c'est la version originale 1955. Quand même. Donc, il s'agit d'une traduction faite par l'École biblique de Jérusalem. Ce sont donc des spécialistes catholiques qui ont traduit cette Bible. Par rapport à la question d'Elma, je ne suis pas sûr qu'il manque des choses. Je dirais même que par rapport aux Bibles de tradition protestante, il y a des livres en plus, puisqu'il y a les livres qu'on ne trouve pas dans la Bible hébraïque, mais qu'on trouve par contre dans la traduction grecque de la Bible, qu'on appelle les livres apocryphes ou Oui, deutéro-canoniques, donc qui sont là-dedans. Mhm. Maintenant, si on parle de la Bible en tant que traduction, c'est une bonne traduction. Oui. La Bible de Jérusalem, Mhm. elle est belle, elle est littéraire. Ouais. Les psaumes, par exemple, sont magnifiques dans la Bible de Jérusalem. Donc, on peut dire à Elma, oui, tout à fait, c'est une Bible qui est tout à fait digne de confiance et intéressante à lire. Maintenant, ce n'est pas la seule. Hein. Alors, c'est sûr que nous, on dirait les livres apocryphes, lisez-les, c'est intéressant, mais ça ne peut pas être source de foi. Ouais. Hein, on ne peut pas baser notre foi là-dessus. Par ailleurs, les autres livres sont bien traduits. Et puis, Comparable, on pourrait dire, il y a la Tob, qui a aussi les livres apocryphes. voilà, à on va trouver l'intérieur. aussi, oui, effectivement. Mhm. Alors, il y a d'autres traductions en français. Hein. Il y a de très bonnes traductions. Il y a la Tob, tu l'as mentionné. Il y a, alors, dans les milieux protestants, traditionnellement, la Bible seconde, 1910, mais depuis, il y a eu des révisions. Ouais. Celle que j'utilise pendant la plupart du temps dans les émissions, c'est celle-là, qui est donc une révision de la seconde, hein, Colombe 78. Puis après, il y a eu... 21. Il y a Français il y a courant. d'abord la nouvelle Bible seconde, Ouais. au début des années 2000, puis après second 21. Donc tout ça, c'est d'excellentes traductions. Tu disais, Alberto? Oui, français courant, Semeur. Exactement. D'autres très bonnes traductions. Ouais, le Summer. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas juste une Bible, c'est la traduction. Non, non, vraiment, ce qu'on encourage, c'est de lire plusieurs versions, différentes versions d'un même passage pour mieux comprendre ce qu'on Parfois, on ne nous a comprend pas dit. dans une version ou ça ne nous parle pas dans une autre version. Les mots nous parlent plus, l'idée est plus claire. Voilà. C'est l'avantage. Ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on peut encourager nos auditeurs à faire. Hein. C'est Avoir beaucoup de versions. Quand ils lisent un texte, comparer. Alors, parfois, ça peut être parce qu'on ne comprend pas bien un passage. Alors, on va aller voir dans d'autres versions. Parfois, c'est simplement pour avoir un autre éclairage, entendre d'autres mots qui vont résonner différemment
dans notre esprit parce que pratiquement toutes ces traductions sont par ailleurs très valables. Je pense que vous, comme moi, on fait ça régulièrement. Hein. On change de Bible à chaque année. On lit, voilà, alors, on lit des Bibles différentes. Alberto, tu fais aussi en d'autres langues. Dans d'autres langues. Ouais, c'est hein, ça, dans toi, d'autres langues. C'est aussi intéressant. L'éventail plus large encore. C'est aussi intéressant. Et puis, ça permet justement de ne pas être figé sur un mot ou une expression, mais de voir de manière plus riche le message de la Bible. Donc, je pense qu'on peut recommander à Elma, pourquoi pas, de lire la Bible de Jérusalem, et puis en plus... D'en lire d'autres aussi. D'en lire d'autres, et de pouvoir comme ça élargir sa palette. Exactement. En ligne, aujourd'hui, on trouve... Là, c'est facile. Hein? On trouve toutes les traductions ou presque. Absolument. Vous avez même certains sites qui vous permettent d'avoir plusieurs colonnes où vous pouvez comparer les différentes traductions pour un même passage. Donc, ce sont de très bons outils. Qu'est-ce que tu lis habituellement, toi, France? Là, présentement, c'est la Louis II 21, mais l'année dernière, j'ai lu la Tob et j'ai vraiment apprécié la tournure des phrases, la façon que les choses étaient dites. Puis, bien sûr, régulièrement aussi avec la Louis II. Mais j'en ai vraiment plusieurs à la maison. Là. J'ai Chouraki, Darby, il y en a beaucoup. Une collection. Une petite collection. Et toi, ça serait quoi ta version préférée, Alberto? Je ne sais pas si préférée, mais elle que je lis le plus, c'est Louis II 1910. Mais je fais la même chose, hein. Je lis d'autres versions. D'autres traductions. C'est toujours bien. Merci à tous les deux. Le plaisir. Alors, quelle que soit la traduction que vous choisissez, je vous encourage vivement à lire la Bible, à l'étudier et à la partager. Et puis, lisez aussi cet excellent livre qui est notre offre de la semaine, La santé totale. Voici comment vous pouvez vous le procurer. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site Internet ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 ou encore 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit, Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Première épître de Jean, chapitre 1, versets 8 et 9. En terminant cette émission, je voudrais, une fois n'est pas coutume, remercier toute l'équipe technique nommément pour avoir permis la réalisation de cette émission. Je remercie en particulier Thibaut, Jonas, Giovanni à la caméra. Je remercie également Franco au son. Je voudrais nommer Isabelle, notre maquilleuse, ainsi que Nicole, Lydia et Daniel à la régie. Merci à tous et merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Mais d'ici là, n'oubliez pas, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »